Bonjour chers frères et sœurs, nous poursuivons la vidéo sur la Confédération Ashanti. Nous avons vu comment le précurseur, le premier roi des Ashanti, Osei Tutu, a créé une coalition de royaumes et de chefferies pour mettre en place la Confédération. Et vous avez vu le projet politique de la Confédération, qui signifie raison de guerre. Donc, c'est dire que Osei Tutu avait l'intention de bâtir un vaste royaume, une vaste entité politique à travers la guerre. Voilà. Et donc, par rapport à ce projet-là, quand il rassemble des chefferies et des royaumes, soit par la force, soit par des alliances de gré, eh bien, les chefferies Aduana, dirigées par des clans Aduana, ceux qui par la suite vont créer le royaume Bronze-Diamant, quand ils quittent la zone du pays Ashanti où ils étaient, qui s'appelait l'Akuima, on appelait ça l'Akuima, et certains aussi étaient dans le Kwabré. Mais leur chef le plus important, c'était celui qui était à Suntereso. Ceux-là donc quittent la région parce que, chassés par Osei Tutu, ils vont dans les plaines d'Abessim. Les plaines d'Abessim sont dans la zone du royaume Bono appelé le royaume de Wanchi. Et c'est là qu'ils s'installent. Et là, ils vont créer une grande localité qui est appelée Abamprediase. Mais Osei Tutu, bien sûr, ne veut pas qu'il puisse créer, je peux dire, sur son flanc ouest, une entité politique puissante. Donc, il les pourchasse là et il leur livre bataille. Lui-même, il n'a pas pu prendre à la bataille d'Abessim. Mais les troupes qu'il a envoyées faire la bataille d'Abessim ont été victorieuses. C'est ainsi que ces troupes ont pu chasser de la plaine d'Abessim les futurs Bronze-Diamant. Mais les plaines d'Abessim étaient sous le contrôle d'un royaume qu'on appelle le royaume de Wanchi, qui avait alors pour capitale Ahune Koko. Ahune Koko qui veut dire simplement rubis. C'est-à-dire que leur trône, leur siège était décoré avec le rubis, les perles rubis. C'est ce que cela signifie. Et donc ces guerriers-là, qui ont vaincu les Bronze-Diamant, ont pillé Ahune Koko. Ils ont pillé Ahune Koko, puisqu'ils ont chassé ces futurs diamants-là de la zone d'Abessim, ils ont aussi pillé Ahune Koko. Donc le royaume de Wanchi a été pillé. Et ils ont eu beaucoup de biens à la suite de ces pillages-là. Et qu'est-ce qu'ils font? Au lieu de rentrer à Koumassi, rendre compte de leur mission à leur roi, Osei Tutu, non. Ils décident simplement d'être des déserteurs. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils descendent plus au sud et ils vont dans le royaume Aouin. Le royaume Agni, dirigé alors par Nana Ano Asma, le premier du nom. Alors ils vont là-bas simplement se réfugier en faisant comme si c'est des personnes qui cherchent un endroit de refuge, un endroit où ils vont être tranquilles. Alors que c'était des déserteurs. Quand le roi Osei Tutu a su où ils sont allés se réfugier, il a envoyé des messagers dit au roi Ano Asma, j'ai des déserteurs qui sont chez toi, je les réclame. Ano Asma dit, mais je leur ai donné ma parole, je les ai accueillis dans mon royaume. Cela va provoquer une guerre entre l'Ashanti et l'Aouin, ou, si vous voulez, le royaume des Agni, en hébreu ça. Ça a commencé
en 1714-1715 parce que, en fait, Ayouine Koko a été pillé en 1714. Et donc, désormais, la zone de Bono Wanchi, de royaume Wanchi et les plaines d'Abessim étaient maintenant sous le contrôle des Ashanti. Voilà. Donc, ils sont en train de mettre en place, de réaliser leur plan, raison de guerre, créer un empire à partir de la raison de guerre. Et donc, le conflit va naître entre l'Ashanti et puis l'Aouine. Beaucoup de mes dévanciers ont pensé que quand cette guerre a commencé entre 1714 et 1715, que les Ashanti ont été victorieux. Or, non. Les documents hollandais, les sources hollandaises que j'ai eu à compulser, montrent que non. Les Agnis ont bien résisté. Au contraire, ils ont repoussé les Ashanti et les Ashanti ont dû négocier une trêve. Et la trêve a eu lieu en 1716. Les documents montrent que les troupes Ashanti qui sont allées faire la guerre contre l'Aouine, l'État Agni donc, de Brossa, étaient dirigées par Amankwati Pani, c'est-à-dire le chef de Bantama, qui était alors, comme je l'ai expliqué, le Krontihine de l'Ashanti, c'est-à-dire le chef d'état-major de l'Ashanti. Et au même moment, l'Ashanti sera confronté à un autre problème, notamment au niveau de sa frontière est, pour ne pas dire sud-est. En effet, des Dankira qui refusaient obstinément la défaite de leur royaume en 1701 ont trouvé refuge dans l'Achem, le royaume d'Achem à Boakwa, qui est un royaume puissant qui est dirigé par une famille de clan Assona. J'ai expliqué ce que c'est que le clan Assona. Là encore, je vous invite à aller sur YouTube, à taper professeur Alou Kwame René et à regarder le matriclan Assona. Et ce royaume Achem Aboakwa était en fait un royaume allié des Dankira. Et non seulement cela, il y avait un autre royaume Achem qu'on appelle Achem Kotoku, qui lui était dirigé par une branche collatérale de la famille royale du Dankira. Sans compter donc les irrédentistes Dankira qui sont allés se réfugier et qui donc menaient la guerre contre les Ashanti. Et quand Osei Tutu s'est rendu compte de cela, il a rappelé à Mankwati Apani, il lui a dit « Ah, nous ne devons pas nous battre sur deux fronts. Rentre rapidement avec tes troupes pour que nous menions cette guerre contre les Achem, contre l'Achem Aboakwa, contre l'Achem Kotoku et contre les Dankira qui veulent continuer de faire de la résistance. » Et c'est pendant les combats, ces combats contre l'Achem, que Osei Tutu a trouvé la mort. Il combattait lui-même, il était sur le terrain, c'est un guerrier. Et quand il a reçu, je peux dire, les balles, la chevrotine, son corps a été emporté par le fleuve Pra. Si bien que les Ashanti n'ont jamais retrouvé le corps de leur premier roi. Et cet événement-là, qui est un événement douloureux, fait que même encore aujourd'hui, quand le roi des Ashanti voyage et que il approche le fleuve Pra, on lui bande les yeux pour ne pas qu'il voie les eaux du fleuve qui ont emporté son illustre ancêtre Osei Tutu. C'est comme ça qu'Osei Tutu est décédé en 1717. J'ai pu dater cela grâce encore aux sources hollandaises. C'est ainsi que cet événement va servir de premier jurement. Parce que les Akans ont une coutume qu'ils appellent le jurement. Ils appellent ça Ntam. En Ashanti, on appelle ça Ntam. En Zima, on appelle ça Ndane. Et chez les Agnis, on appelle ça Nda. Cela veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est une courte phrase qui rappelle un événement douloureux. Et que souvent, le roi prononce ce mot-là qui rappelle cet événement
pour jurer fidèlement, fidélité au peuple, de le servir comme ses ancêtres royaux l'ont fait. Et c'est d'ailleurs avec cette même phrase-là, ce tam-là, que tous les chefs du royaume prêtent serment devant le roi, devant la Santehene, dans le cas d'espèce. Voilà, dans le cas d'espèce. Et cela a fait tellement mal aux Ashanti parce qu'en général, les rois Akan sont inhumés les samedis. C'est ça qui a constitué le premier jurement qui était Memenenda. Memenenda qui veut dire simplement samedi. Parce que samedi, après la mort du roi Osei Tutu, on ne sait pas exactement quel jour il est mort, est-ce samedi, mais en tout cas, samedi où en principe, si son corps avait été retrouvé, il aurait été inhumé. Cela a été vraiment un grand drame vécu par les Ashanti. Mais ils vont connaître d'autres événements douloureux qui vont faire que par la suite, leur jurement va être dit c'est-à-dire les 3 jurements. C'est aujourd'hui cette expression qui est utilisée comme jurement. Parce qu'ils vont connaître 2 autres événements douloureux qui s'ajoutent à celui du décès brutal d'Osei Tutu. Et donc quand Osei Tutu est décédé, pour sa succession, c'est là qu'il ne faut pas s'attendre. C'est là que la future reine Ablapoku ne va pas être d'accord avec le choix qui va être opéré finalement par le conseil du trône. Parce qu'en général, chez les Akans, toutes les femmes nobles du lignage, leurs fils peuvent être candidats au trône. C'était le cas chez les Ashanti. Il y avait Opokuware proposé, il y avait Dakon qui semble avoir été, disons, un proche parent de la future reine Ablapoku de Baoulé. Et puis il y avait un autre qui s'appelait Boakwatia. Mais en fait, comme je l'ai dit, tous les fils nobles des femmes nobles du lignage peuvent être des candidats. Ils ont le droit. Mais seulement on examine. Et très souvent, ce sont les femmes du lignage avec disons, la reine mère, avec toutes les femmes nobles du lignage qui proposent au conseil, à la famille royale, un candidat qui est ensuite proposé aux différents chefs du royaume. C'est comme ça que ça se passe. Et alors les chefs du royaume disent qu'ils entérinent, ou bien quand ils ont des objections, il faut que ces objections-là soient, je peux dire, justifiées. Mais il faut dire que c'est d'abord la primogéniture donc, de la femme, les enfants, les fils de la femme la plus âgée du lignage. Ce sont ceux-là en principe qui passent en premier, qui ont une certaine préséance. Mais on examine d'autres critères. Est-ce que le candidat, il n'est pas alcoolique? Est-ce qu'il n'est pas coureur de jupons? Est-ce qu'il sait garder des secrets, etc. Voilà, donc il y a d'autres critères, notamment concernant la moralité du candidat, qui entrent aussi en ligne de compte. Comme je l'ai dit, sur la Confédération Ashanti, il y a vraiment beaucoup à dire. Et donc, quand les futurs Baoulé Assabou n'ont pas été contents du choix fait sur Opokuware, ils ont quitté le royaume. Ils ont quitté le royaume simplement. Et où ils sont allés? Ils sont allés se réfugier justement auprès du roi Ano Asama, avec qui les Ashanti étaient en guerre. Et lui, il a accepté de les accueillir. D'ailleurs, les traditions des Ayaou disent que ils étaient dans 9 villages Ashanti. Ils ont quitté 9 villages Ashanti. Vous voyez? Et les Nzipri, avec les Agni Assier, formaient un même groupe. C'est-à-dire que ceux-là, c'est eux qui ont la tradition qui dit que nos ancêtres sont sortis de terre. Mais c'est la tradition des gens de la localité d'Apremso. Apremso qui est justement une localité qui est dans la zone de Koumansi. Donc, la localité d'Apremso est dirigée par un Nasafohene. Donc, il fait partie des Nsafohene. C'est-à-dire les chefs autour de Koumassi, ce qu'on appelle les Koumassi Nsafohene. Je l'ai expliqué dans la vidéo précédente. Je vais m'arrêter là. Voilà, je vais m'arrêter là. Parce que quand on fait une vidéo, bien ici, c'est comme des cours. À trop parler, les gens risquent de ne pas retenir grand-chose. Je veux que vous puissiez retenir l'essentiel de ce que je dis. Donc, progressivement, on avance.
On fera donc une 4e vidéo sur la Confédération Ashanti. On a beaucoup à dire. Peut-être que sur la Confédération Ashanti, je ne sais pas combien de vidéos on fera, mais il y a beaucoup à dire sur la Confédération Ashanti. Je voudrais vous remercier. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny au département d'histoire. Cette université se trouve à Abidjan, dans un pays qui est appelé la Côte d'Ivoire et qui se situe en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée.